Bonjour à tous. Voilà, merci Maria pour l'invitation à cette journée. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des maladies rares. Voilà, je suis comme Maria, immunologiste, et je travaille donc pour le Centre de recherche translationnelle. Donc, je vais vous faire d'abord une petite présentation sur le Centre de recherche translationnelle qui a été fondé par Christian Bréchot il y a 4 ans à l'Institut Pasteur, avec le but de rapprocher médecins et chercheurs. Et puis, je vous parlerai un peu de tout le travail qu'on a fait sur les patients et chercheurs, sachant que voilà, j'ai essayé d'adapter un peu aux maladies rares, mais les maladies rares, je ne connais pas très bien, mis à part en tant que, on va dire, proche de patiente, puisque moi, ma sœur était atteinte d'une maladie très, très rare. Donc, la recherche translationnelle, c'est un petit peu chercher comment rapprocher, moi je trouve vraiment, médecins et chercheurs pour que les questions de la clinique passent au niveau de la bench, de la paillasse, voilà, de la paillasse, et que dans l'autre sens également, les questions qu'on a au niveau de la paillasse, eh bien, elles soient un petit peu traduites au niveau de la clinique, qu'on commence à les tester au niveau de la clinique. Bon, c'est un nouveau mot, mais il n'y a rien de très très nouveau, si ce n'est que dans la recherche maintenant, on est peut-être un peu plus cloisonné qu'au temps de M. Pasteur, par exemple, qui, lui, n'hésitait pas à passer de la levure de la bière à la cristallographie. Et maintenant, on est un peu tous spécialisés. Et donc, comment faire pour que médecins et chercheurs travaillent plus ensemble? Voilà, c'est notre thématique. Donc, quels sont nos objectifs? C'est d'abord d'apporter aux chercheurs qui font déjà de la recherche translationnelle un support intégré, donc à la fois méthodologique, éthico-réglementaire et opérationnel et technologique. Ensuite, c'est de renforcer les interactions entre médecins et chercheurs, donc d'attirer plus de médecins à l'Institut Pasteur. Il y en a assez peu, et encore moins des médecins qui exercent. Et puis, de créer des partenariats avec des structures hospitalières. Par ailleurs, nous souhaitons, parce que c'est plus pour le moment on va dire de la prospective, nous souhaitons développer des liens avec les associations de patients, et également lever des fonds, parce que sans fonds, on n'avance pas beaucoup. Et voilà. Donc, je vais passer maintenant à notre premier objectif, qui est d'apporter un support intégré. Donc, en fait, le Centre de recherche translationnelle intègre différentes structures qui existaient déjà et auxquelles on a rajouté une activité un peu plus transversale de coordination, je vais dire. Donc, il y a une structure qui accompagne les chercheurs d'un point de vue réglementaire, une structure qui peut vous intéresser tous, puisqu'elle fournit des échantillons de volontaires sains. Or, dans les hôpitaux, c'est très rare que vous ayez des échantillons de volontaires sains. Donc, c'est la structure qui s'appelle ICAREB, qui est coordonnée par Marie-Noëlle Engeyer, et qui en fournit pour l'Institut Pasteur, mais aussi pour des hôpitaux, pour des industriels. Donc, on a environ 200 volontaires sains qu'on suit à l'Institut Pasteur et qui donnent du sang, des selles, des larmes, voilà, un peu de tout, quoi. Un petit peu de peau parfois, voilà. Bon. Et puis un corps technologique. Alors là aussi, c'est vrai que l'Institut Pasteur, souvent on a des technologies vraiment de pointe. Enfin, ça dépend pourquoi, hein, mais pour la cytométrie, là c'est surtout en cytométrie. Et puis tout ce qui est recherche de biomarqueurs. Donc notamment, par exemple, on a une technologie qui permet de descendre beaucoup plus bas que les ELISA classiques dans les techniques de détection de protéines, qui s'appelle le CIMOA. Donc, qui peut être aussi intéressante pour, je pense, dans les maladies endocrines. Et puis, donc, moi, je fais énormément d'événements scientifiques. Et puis, il y a mon collègue Fabien Taïeb qui, lui, développe la recherche clinique dans le réseau des Instituts Pasteur. Parce que vous savez peut-être que l'Institut Pasteur, en fait, il y en a 33 dans le monde, avec des relations un petit peu différentes les uns et les autres, surtout en Afrique et en Asie, mais aussi en Amérique, et même en Océanie. Donc, beaucoup de... Je ne veux pas oublier personne, mais je vais forcément oublier. Donc, pour la suite, Alors, oui, pour le support intégré, ce qu'on a mis en place, c'est en fait d'essayer d'accompagner le chercheur au plus tôt dans la construction de son projet de recherche translationnelle. C'est-à-dire que les chercheurs à l'Institut Pasteur font surtout du travail sur la souris. Ils n'ont pas du tout l'habitude de se frotter à toute la réglementation qu'il y a chez l'homme. Et donc, on a besoin de leur dire qu'il faut anticiper un petit peu les choses. Bon, on fait très peu, nous, d'essais cliniques, hein, mais c'est surtout accès à des échantillons, réutilisation d'échantillons, voilà, faire des analyses génétiques qui n'étaient pas prévues, ce genre de choses.
Donc, on les fait venir à une réunion d'un quart d'heure. Ils doivent présenter vraiment le minima au niveau scientifique, mais ce qui nous intéresse, c'est leurs collaborateurs et tout ça. Et dans les 8 jours, on leur donne un petit peu une feuille de route de qu'est-ce qu'ils vont devoir faire dans les prochains mois pour mettre en place leurs recherches d'un point de vue légal. Voilà. Donc, il y a des éthiciennes et il y a la direction juridique également à cette réunion. Donc voilà, ça c'est pour le côté de tout ce qui existait déjà. Et je vais vous parler très très rapidement par exemple d'un exemple de recherche translationnelle à l'Institut Pasteur. Alors, on travaille assez peu sur les maladies rares endocrines, mais Kenneth, qui a su que je venais à cette journée, m'a dit « Ah ben Clémentine, il faut que tu présentes un petit peu ce que je fais. » Donc, il travaille sur les troubles du développement sexuel, notamment les troubles du développement sexuel masculin. Il cherche à identifier les causes génétiques liées à ces troubles du développement sexuel. Donc, il a identifié de nombreux gènes et de même, il a aussi expliqué de nouveaux phénotypes qui étaient associés à certains gènes qui étaient déjà connus, associés à ces malformations sexuelles. Donc, je vous laisse parcourir les publications. Et puis, de manière assez nouvelle, maintenant, il travaille avec des cellules souches pluripotentes induites. Et donc, il va, dans une boîte de pétri, essayer de mimer le développement des gonades, en fait. Et donc, à partir de cellules du sang, donc, il redérive des cellules souches, et de là, il va les faire se redifférencier. Et on voit que là, je vais vous montrer juste à gauche, vous voyez que les cellules s'organisent bien dans la partie gauche, donc on est chez l'homme sain, avec la formation de tubules, alors que dans la partie droite, qui est une femme qui est atteinte d'une malformation et d'une anomalie génétique, là, il n'y a pas d'organisation des cellules. Donc ça peut être un modèle intéressant pour comprendre la pathogénicité de ces cellules. Voilà, donc ça c'est... je ne sais pas si on a beaucoup d'autres exemples à l'Institut Pasteur de maladies rares endocrines, mais bon, je vous en donne un petit exemple. Alors, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment d'essayer de favoriser les rencontres. Alors, comment on va faire ça ? Déjà, on va essayer de donner de la visibilité à ce qui existe en recherche translationnelle à l'Institut Pasteur. Donc, on organise une journée annuelle. Donc, la prochaine est le 4 avril, mais c'est surtout en infectiologie, donc ça vous concerne moins. Ce qui peut être plus intéressant pour vous, c'est peut-être les quarts d'heure médecine. Donc, moi, en fait, je suis scientifique, je n'ai pas du tout d'éducation médicale, mais ma sœur est médecin, par exemple. Mais du coup, j'ai toujours rêvé qu'on m'explique un petit peu plus de médecine en tant que scientifique. Donc, du coup, j'invite, en fait, tous les mois, 2 médecins à faire ce qu'on appelle des quarts d'heure Pasteur. Donc, en fait, ils ont une feuille de route qui est assez claire, c'est qu'ils ont un quart d'heure pour raconter une maladie. Ils commencent par des cas cliniques, ils font la physiopathe, l'épidémio, enfin tout, en un quart d'heure, et ils finissent par des questions cliniques. Les questions qui, pour eux, sont les questions les plus importantes dans la maladie. Alors, je pensais que ça allait pouvoir créer des collaborations. J'en suis un peu revenue de cette idée, mais bon, c'est toujours intéressant pour donner une éducation médicale, je trouve, aux chercheurs. Et puis, on filme tout, on met tout en ligne, et donc je pense que c'est parfois regardé par certains patients. Enfin, je sais que certains médecins l'utilisent pour leurs patients, pour qu'ils connaissent un petit peu plus de choses sur leur maladie, au début du moins. L'autre possibilité qu'on a pour les chercheurs pour se former un peu plus à la médecine, c'est la possibilité de faire des stages à l'hôpital. Donc ça a encore été assez peu exploré, mais ça existe un petit peu en Angleterre aussi. Donc on a créé des conventions, je ne sais plus comment ça s'appelle au niveau administratif, mais une convention d'accueil, voilà, avec la PHP pour que nos chercheurs puissent aller pendant 15 jours juste observer comment ça se passe dans l'hôpital. L'intérêt, ce n'est pas de devenir médecin en 15 jours, c'est de mieux comprendre le quotidien du médecin et du coup de pouvoir mieux travailler avec les médecins. Voilà. Plus facilement, parce que souvent, il y a des incompréhensions qui vont dire c'est des incompréhensions du quotidien de chacun, on va dire. Ce que j'organise également, c'est ce que j'appelle des storms. Donc, c'est assez fatigant parce qu'en fait, ça dure une après-midi. On en a fait sur le cancer, par exemple, et pendant toute l'après-midi, on a des chercheurs et des médecins qui viennent parler pendant 5 minutes. Donc, c'est encore moins que tout à l'heure, 5 minutes, juste
dire, ben voilà, mon expertise, c'est ça. Et puis moi, ce que j'aimerais, ce que je recherche, comme par exemple accès à tel échantillon ou expertise, par exemple, j'aimerais connaître quelqu'un qui travaille sur les IPS, donc les cellules souches induites. Eh bien, voilà, ils font juste une présentation qui est vraiment très très courte, et puis on fait beaucoup de pauses, le but étant de se rencontrer et de pouvoir discuter. Donc on ne sait pas qui va rencontrer qui, et puis voilà, ils se rencontrent. Voilà. Et puis la dernière solution, c'est que je propose aux pasteuriens de faire des réunions vraiment dans un staff hospitalier, donc pas une grande réunion devant plein d'experts, mais enfin d'experts du moins, d'experts scientifiques qu'ils connaissent, on va dire, mais d'experts médicaux, et d'aller vraiment au contact des médecins pour avoir plus de retours, on va dire, cliniques sur leur projet. Donc voilà, ça c'est un petit peu toute l'animation qu'on a mis en place ces dernières années. Voilà, maintenant il s'agit d'incrémenter un petit peu le nombre d'expériences sur tous ces sujets. Par ailleurs, bon, ça c'est peut-être plus classique, mais on a des dispositifs pour attirer plus de médecins sur le campus de l'Institut Pasteur. Donc une formation médecine-sciences qui est un peu comme l'école de l'INSERM, des masters, des postes d'accueil, et puis des contrats d'interface. Enfin bon, tout ça c'est peut-être plus classique. Alors maintenant, on va parler un petit peu des interactions avec les patients. Donc en fait, on a un petit schéma qui est assez classique, c'est-à-dire que déjà, ça c'est déjà pas très facile, hein, parce que c'est la première partie du travail dont je vous ai parlé, c'est faire travailler médecins et chercheurs ensemble. Ce qui n'est pas toujours, enfin surtout qu'à l'Institut Pasteur, on n'a pas d'hôpital. Hein, c'est pas comme ici à Cochin, où c'est peut-être plus facile par la proximité géographique. Et puis, voilà, la situation actuelle, c'est le patient il consulte le médecin, et le médecin travaille avec le chercheur, dans le meilleur des cas. Ouais. Et là, l'idée, c'est un petit peu de travailler tous ensemble. Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Et donc, que le patient puisse participer. Alors ça, c'est déjà pas facile dans la médecine, hein, de dire que le patient participe à son soin, mais qui va participer à la recherche sur sa maladie. Alors, ça peut paraître ambitieux, hein, pour certains. Donc, nous, à l'Institut Pasteur, ce n'est pas une démarche sur laquelle on est complètement expert, hein, mais par contre, comme c'est quelque chose sur laquelle j'ai fait beaucoup de veille, et donc on a d'abord organisé une réflexion générale sur le sujet, sur la place des patients dans la recherche en mai 2017. Et puis, j'ai organisé une réflexion européenne en juillet 2018 à un congrès sur les relations sciences et société à Toulouse, qui avait lieu cette année. On a commencé, bon ça c'est un petit peu autre chose, mais on a commencé à monter un partenariat avec une plateforme de crowdfunding par les patients qui s'appelle Telly. Je vais revenir un petit peu après. Et puis, on a fait une conférence de lancement avec ACT UP, avec l'idée que ça allait attirer un petit peu les chercheurs, ce qui était plus ou moins le cas, et puis un autre patient néerlandais. Voilà, je dis qu'on n'est pas expert, mais je triche un peu parce qu'en fait, on a quand même à l'Institut Pasteur Françoise Barissinoussi et plein de gens qui travaillent sur le HIV. Et dans le HIV, cette démarche, c'est une démarche historique et c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de faire ça. Et de même, dans l'autisme, chez nous, les chercheurs sont assez impliqués sur ce sujet, donc qui est l'implication des patients dans la recherche. Voilà. Et puis nous, on travaille, comme je vous avais parlé des volontaires sains tout à l'heure, on travaille pas mal on organise des journées de restitution envers les volontaires sains pour leur expliquer à quoi ont servi leurs échantillons et leurs données. Donc, on a un petit peu d'habitude sur les relations avec les volontaires sains. Alors, dans quelles étapes les patients peuvent participer ? Alors voilà, là c'est en reprenant, on va dire, une recherche qu'on va dire plutôt transstationnelle ou un essai clinique. L'étape la plus difficile, donc sur laquelle je vais revenir à la fin, c'est peut-être identifier des priorités de recherche ensemble. C'est vrai que pour beaucoup, les gens vont dire « Ah, mais ils ne sont pas experts, ils ne vont pas pouvoir répondre ». Ensuite, il y a les étapes de conception et de planification de la recherche. Donc, l'étape la plus classique, peut-être où les gens sont inclus, c'est l'information et le consentement, relire l'information et le consentement, mais aussi la relecture du protocole. Les patients, souvent,
font aussi beaucoup de levées de fonds. Ils peuvent travailler aussi sur l'évaluation éthique. Dans la mise en place d'un projet, ils peuvent travailler sur le recrutement de patients, l'information des participants à l'étude et participation au comité de suivi. Et puis, enfin, à la communication de la fin de l'étude. Je ne parlerai pas de tout ce qui est après la mise en place des résultats de la recherche, on va dire, au niveau soins, on va dire. Donc, un conseil que je pourrais donner de Hugues Fischer, qui est un des membres fondateurs d'Act Up Paris, qui est donc intervenu récemment à l'Institut Pasteur, qui a dit, en tant que patient, pour entrer dans le monde de la recherche, le plus facile, c'est toujours de proposer de l'aide pour la relecture des consentements. Parce qu'ensuite, ça fait gagner du temps aux chercheurs, vu que quand on passe devant les CPP et tout ça, de dire que ça a été relu par des patients, ça va éviter des allers-retours peut-être. Et donc ensuite, ça crée un premier lien et ensuite on peut demander accès au protocole. Et puis il y a un premier lien qui est créé, on peut participer plus. Alors, ensuite, dans l'étape suivante de conception et de planification, c'est vrai que concernant les maladies rares, c'est vrai qu'il y a quand même le Téléthon qui lève énormément d'argent, mais du coup, ils ont pris beaucoup de place, c'est vrai. Pour les autres, c'est peut-être plus compliqué. Donc, j'avais invité aussi à la journée de lancement un ami qui s'appelle Peter Captain, qui, lui, par exemple, a été atteint d'un cancer et a lancé une course de vélo. Alors, c'est dans les Alpes, ils montent 6 fois à l'Alpe d'Huez et ils ont levé des millions et des millions et des millions. Bon, moins que le Téléthon quand même, mais vraiment beaucoup d'argent. Et donc après, ils se sont fait un peu épingler sur la façon dont ils gouvernaient cet argent et tout ça. Donc ça a été repris par, le National Cancer de Hollande, là je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui a repris la gestion de cet argent parce que, il disait qu'au niveau communication, en fait, l'argent était surtout reversé à une association de patients qui elle-même organisait des congrès et qui finançait les choses. Donc, en gros, les chercheurs ont un peu reproché à ces patients de choisir, sans comité scientifique, à où était reversé l'argent. C'est pas facile à gérer, ce genre de choses. Nous, on a adopté une solution intéressante qu'on n'a pas encore beaucoup testée, mais qui est vraiment un partenariat avec une plateforme qui est vraiment super, qui a été montée par un monsieur qui est marié avec une femme qui a un lupus, et donc qui voulait donner de l'argent sur des projets spécifiques. Et donc, ils ont créé cette plateforme qui permet de donner spécifiquement sur un projet ou de créer un fonds. Par exemple, il y a un fonds pour une maladie rare, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, 1, 2, 3, FAM, quelque chose. Et donc, ils ont un fonds, et comme ça, les chercheurs peuvent appliquer et proposer leur projet et se faire financer. Donc ça, c'est facile à adopter, il suffit de créer une convention avec eux, un partenariat avec eux, et ça vaut le coup d'essayer si vous n'avez pas des choses de mise en place pour la levée de fonds et pour le choix par les patients des projets à financer. Au niveau de la mise en place, nous, par exemple, là, on a des exemples au niveau de l'Institut Pasteur, aussi au niveau d'une maladie rare, c'est-à-dire que c'est un chercheur qui cherchait à recruter des patients qui avaient une mutation du gène APC pour étudier comment ça influençait les réponses des cellules immunitaires. Donc, c'est des patients qui vont développer des polyposes et potentiellement des cancers. Et donc, il est passé par une association de patients et finalement, bizarrement, en fait, il a eu plus facilement lien avec les associations de patients qu'avec les médecins référents, on va dire. Et donc, en tout cas, les associations de patients sont incluses dans le recrutement et ont aidé à concevoir un petit peu mieux d'un point de vue logistique, on va dire, le protocole. Alors, j'ai mis un exemple que je connais assez mal dans les maladies rares. Peut-être que notre collègue d'Angleterre connaîtra mieux, qui s'appelle RUDI, qui est un projet de participation des patients dans les maladies rares. Qui est promu, on va dire, par l'université d'Oxford. Alors, les patients ont souvent un rôle dans la communication. C'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit, on va dire, quand je parle aux chercheurs, c'est de dire, les patients, oui, on pourrait faire quelque chose avec eux, on pourrait juste leur
leur transmettre nos résultats. C'est déjà une première chose, hein. C'est vrai que déjà, ça ne se fait pas énormément, même si, pour ce qui est d'une étude clinique, c'est normalement dans les bonnes pratiques éthiques, c'est même obligatoire. Maintenant, je vais prendre quelques exemples qui m'ont été donnés par Paola Di Carli concernant la mucoviscidose. Les patients traduisent des articles. Donc, par exemple, il y a des articles et ils vont interviewer le chercheur et puis le traduire en langage de tous les jours, quoi, en fait, pour les autres patients. Donc, ils mettent ça en ligne sur Cystic Fibrosis Research News, et donc ça permet de s'informer. Et de manière plus proactive, bon, je ne sais pas si vous participez à des projets européens, c'est quasiment un prérequis maintenant, hein, d'inclure les patients dans la recherche. Donc, il y a eu par exemple ce projet, donc HIT Cystic Fibrosis, dont le but est d'améliorer les traitements pour les personnes qui vivent avec la mucoviscidose. Et donc, c'est un projet qui, je crois, est basé sur des organoïdes et aussi sur les stem cells. Et donc, c'est les patients qui font la communication du projet. Et c'est vraiment eux les work package leaders dans le projet. Donc, ça se développe un petit peu. Donc, vous voyez, là, on a quasiment tout balayé, sauf les priorités de la recherche. Alors, les priorités de recherche, c'est toujours peut-être le plus compliqué. Il y a une méthodologie, on va dire, de référence en Angleterre qui est, alors je ne sais pas quel est le statut exactement de ce James Lind Alliance, mais qui est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire qu'on va recruter. Alors il n'y a pas de chercheurs en fait dans cette, comment dire, c'est un peu une RCP avec des, enfin je ne sais pas si des médecins, des patients, et puis ils définissent quels sont les besoins. Mais il y a vraiment des patients qui définissent les besoins. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça coûte quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça existe pas pour les maladies les plus rares, hein, je pense. Je sais pas, c'est à voir. Hein, j'ai pas regardé. Il y a d'autres modèles qui existent. Par exemple, moi j'ai travaillé avec une personne des Hollandes, Jacqueline Brorse, qui travaille aussi sur d'autres méthodes de ce qu'ils appellent des dialogues pour décider de ses priorités. Alors, j'ai mis une solution qui est facile à adopter. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Compare de la PHP, de Philippe Raveau à la PHP, qui est épidémiologiste et qui a lancé cette cohorte sur les maladies chroniques, dans lequel les maladies rares peuvent tout à fait participer, même si c'est peut-être un peu plus compliqué d'arriver à un niveau, d'avoir beaucoup de monde. Et donc, en fait, le principe, c'est que le patient va renseigner lui-même des données cliniques sur lui, en fait. Et il peut également participer à l'autre projet qui s'appelle Inspire. Donc, en fait, on va se loguer sur cette plateforme et on va donner ses idées de recherche. Et ensuite, quand il y a 50 personnes qui ont donné leur idée de recherche, l'idée, c'est que les patients eux-mêmes, alors ça, je ne sais pas s'ils en ont déjà eu l'occasion de le faire, parce que tout ça, c'est assez nouveau, les patients eux-mêmes vont faire le tri dans les idées qui ont été proposées, entre ce qui ressort le plus dans ces idées. Donc, c'est des solutions intéressantes, qui, bien sûr, c'est vrai que je pense que les représentants des associations de patients peuvent tout à fait aussi jouer ce rôle. Mais voilà, et je sais qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans les associations de patients, et donc d'avoir quelque chose comme ça, d'un peu plus libre, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, quel bénéfice de l'implication des patients dans la recherche ? Bon, principalement, c'est de s'assurer que la recherche répond bien aux besoins des patients. Bon, je ne vais peut-être pas tous les lister parce que je pense que je suis un petit peu en retard, mais ça peut permettre bien sûr une meilleure dissémination des découvertes, un meilleur recrutement, voilà. J'ai mis la référence si vous voulez aller voir cet article. Voilà. Donc, comment vous pouvez améliorer ces rencontres entre patients et chercheurs ? Comment vous pouvez connecter patients et chercheurs ? Tout simplement en faisant des rencontres. Alors, c'est facile à dire. Je pense que dans les maladies rares, c'est encore bien plus compliqué. Ou via le numérique, c'est vrai que ça offre de belles possibilités quand même.
même si ça demande un petit peu de temps et puis de s'accommoder avec de nouveaux outils. Alors, je vais passer sur cette slide. Pour ce qui est des communautés en ligne, en fait, c'est vrai que je pense que la plupart des associations de patients travaillent encore avec des mailing lists. Je ne suis pas tout à fait sûre. Hein. Il y a Madeleine Acriche qui travaille un petit peu sur les outils numériques utilisés par les associations de patients. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Facebook aussi, hein, même si ce n'est pas forcément les endroits les plus sécuritaires, on va dire. Et puis, donc il y a des plateformes non spécialisées. On va dire, quand je dis spécialisées, c'est par maladie. Donc, je ne sais pas si vous en connaissez certaines. Peut-être Rare Connect, qui est la plateforme qui est promue au niveau de l'Union européenne pour connecter les gens dans les maladies rares, qui n'est pas forcément la plus facile d'utilisation, peut-être, mais voilà. Et puis, j'en ai cité d'autres, Sentinel, par exemple, où il y a beaucoup de boîtes qui se fondent, qui travaillent là-dessus actuellement. Donc ça, c'est une petite slide sur Rare Connect. Le but, vraiment, c'est pour les patients de partager leur quotidien, de se rencontrer entre patients de maladies rares et d'apprendre, d'avoir des ressources pour apprendre de nouvelles choses via la plateforme. Donc, vous voyez que c'est la difficulté, bien sûr, dans les maladies. Là, on est dans les maladies aussi très rares. C'est quand il y a plusieurs langages, la difficulté de travailler ensemble. Hein. Alors, quelles incitations à ce dialogue? Parce que c'est facile de dire qu'il faut travailler ensemble, mais on sait bien que s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière cela pour faire travailler les gens ensemble, souvent ça n'avance pas beaucoup. Donc, effectivement, il faut des personnes motrices. Alors, en France, je ne sais pas si c'est beaucoup le rôle des personnes qui travaillent dans les filières, mais en Angleterre, en tout cas, ils sont beaucoup plus mieux organisés, bien en avance sur nous dans ce sujet. Et donc, il y a un réseau de personnes, ils sont environ 200-300, qui sont dans le réseau Involve et qui sont spécialisés dans l'interaction avec les patients et avec le public. Alors nous, à l'Institut Pasteur, on compte un peu sur l'énergie des doctorants. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, on essaie de faire reconnaître ça comme un module d'école doctorale, comme la plupart des événements et des formations que je vous ai présentés tout à l'heure. L'INSERM compte, et c'est assez intelligent, je trouve, sur les scientifiques retraités. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Scienceas, qui permet de connecter scientifiques et associations de patients. Et puis, on peut compter aussi un peu sur l'énergie des industriels qui ont tout intérêt à ce que les patients soient plus incités et impliqués dans la recherche qu'ils font. Et souvent, en fait, on compte sur les proches et les patients qui, eux-mêmes, y dédient beaucoup de leur temps pour coordonner un peu tout ce temps-là. Voilà, il y a des incitations financières qui sont encore assez légères, on va dire, à part au niveau européen. Donc, au niveau français, ce n'est pas très facile, sauf peut-être vous dans les filières, je ne sais pas. En Angleterre, c'est beaucoup plus fréquent, puisque c'est exigé par leur institut de recherche sur la santé. Et il y a pour le moment, bien sûr, très peu de reconnaissance dans le système actuel d'évaluation de la recherche. Donc ça, c'est vraiment un problème, puisqu'on évalue vraiment le chercheur sur ses publications et pas vraiment sur l'impact qu'il pourrait avoir sur la société et son activité avec les associations de patients, par exemple. Alors, j'ai listé quelques ressources en ligne et d'autres types de ressources aussi qui peuvent être intéressantes pour mieux travailler ensemble. Donc, il y a depuis 2017, le NIH a lancé un peu un toolkit qui est, à vrai dire, qui reprend beaucoup un autre toolkit qui est le Rare Toolkit. Donc, vous avez des outils sur, justement, par quoi commencer, quelles étapes, sur chacune des étapes, comment faire. J'ai aussi mis en évidence le projet EPATI, European Patients Academy, dont le but était d'expliquer mieux les essais cliniques aux patients. Donc ça, c'est un assez gros projet européen qui a été financé par les IMI, Innovative Medicine Initiative. Voilà. Au niveau, alors ça, vous allez peut-être connaître mieux que moi, mais Eurordis propose de participer à des summer schools
avec des trainings sur ce qui est listé là. Et puis, par exemple, il y a l'INSERM aussi, dont la mission association de patients travaille à la formation des patients. Donc là, c'est formation uniquement des patients, alors que je crois que la Summer School d'Eurordis, de la même manière que dans le HIV, va former à la fois des patients et des chercheurs. Donc, ce sont des formations qui peuvent être intéressantes, mais bon, après, qui ne concernent pas forcément les maladies endocrines. Ouais. Mais il y a quand même des formations. Ah bah alors voilà. Voilà. D'accord. Bon bah voilà. Donc comme quoi et puis ils ont fait des choses assez intéressantes sur la compréhension du génome, tout ce qui était là je ne vois pas de listé, mais ils ont fait des cours voilà sur toutes les révolutions, la révolution génétique on va dire. Voilà, donc là c'est juste pour remercier un peu des gens à l'Institut Pasteur. Je travaille là-dessus pas mal en fait avec une chercheuse de l'Institut Pasteur qui est aussi patiente et atteinte d'un cancer rare. Et puis voilà, je remercie Françoise Barissine aussi qui est chercheuse et donc qui travaille beaucoup avec les associations de patients dans le HIV. Et puis voilà, quelques personnes, peut-être Bernadette Bréant, que je voudrais citer, de l'INSERM, qui fait un très beau travail à la mission association de patients à l'INSERM, et Simon Denegri en Angleterre, donc qui est vraiment le responsable de tout ce travail avec les associations de patients et le public en Angleterre. Voilà, et plein de patients, et voilà. Merci, et donc je suis là pour les questions.